Bonjour! Dans la section 3.3, on va voir un phénomène intéressant qui s'appelle la réflexion totale interne. On va voir que ce phénomène-là a des applications technologiques extrêmement importantes, notamment si la réflexion totale interne n'existait pas, vous ne seriez pas en train de... vous ne pourriez pas écouter la vidéo que vous êtes en train de regarder présentement. La première chose qu'on doit clarifier, c'est que lorsqu'un rayon lumineux arrive à une surface de séparation entre deux milieux, il y a deux phénomènes qui vont se produire simultanément, généralement, c'est-à-dire la réflexion et la réfraction. Vous voyez un exemple ici. Le rayon qui est ici à gauche, c'est le rayon incident. Et le rayon incident vient frapper ici une demi-lune en acrylique au point d'incidence qui se trouve ici, où est-ce que se trouve mon curseur présentement. La demi-lune, on la voit pas très bien puisqu'elle est transparente, mais on la voit quand même. Donc, c'est la forme que je suis en train de tracer ici avec mon curseur. Lorsque le rayon incident va frapper ici, il va y avoir deux phénomènes. C'est ça que je voulais dire. Donc, il y a un rayon qui est réfléchi, qui est celui-là, et il y a aussi un rayon qui est réfracté, c'est-à-dire qu'il va pénétrer à l'intérieur de la demi-lune, tout en étant dévié. C'est celui-ci. Donc, un rayon réfracté et un rayon réfléchi. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la lumière incidente qui va être réfléchie et une partie de la lumière incidente qui va être réfractée. Donc la lumière incidente, elle va se diviser en deux parties. Maintenant, est-ce que c'est 50% de la lumière est réfléchie puis 50% de la lumière est réfractée? Non, pas nécessairement. Donc ça va se séparer, mais ça ne va pas se séparer également, nécessairement. Ça pourrait théoriquement être 50-50, mais ça serait un cas très particulier. Donc on pourrait se poser la question, dans quelle proportion est-ce que la lumière va être réfléchie, puis dans quelle proportion est-ce que la lumière va être réfractée? En fait, la réponse à cette question-là est assez complexe, et pour l'étudier de manière complète, ça dépasserait le cadre de notre cours. Mais on va juste voir de manière qualitative qu'est-ce qui se passe. Sur le schéma ici, vous avez une source de lumière qui se trouve à l'intérieur de l'eau. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, qu'ici, c'est une piscine, puis ça, c'est comme une lampe qui se trouve au fond de la piscine. Alors, bien sûr, puisque c'est une source de lumière du feu, ça va envoyer de la lumière dans toutes les directions. Alors, si on regarde d'abord le rayon qui est envoyé directement vers le haut, alors celui-là, il va être presque entièrement transmis. Donc, il va y avoir une très légère quantité d'énergie qui va être réfléchie, mais presque rien. La très très grande majorité de la lumière va être transmise, c'est-à-dire réfractée, donc va traverser dans le deuxième milieu. Le deuxième milieu ici, en fait, c'est l'air. Donc, le premier milieu, c'est l'eau, le milieu incident, et le deuxième milieu, le milieu des rayons réfractés, c'est l'air. Bien sûr, c'est ce qu'on a quand on a une piscine, donc on a évidemment au-dessus de l'eau, c'est l'air. Donc, quand vous envoyez la lumière de manière directe, comme ça, à 90 degrés par rapport à la surface, la très grande majorité va juste continuer tout droit. Si maintenant vous envoyez la lumière en angle, comme c'est le cas sur le rayon que je pointe ici avec mon curseur, là, il va y avoir les deux phénomènes qui vont se produire, le phénomène de réflexion et de réfraction, qui vont se produire simultanément. Mais regardez, on a tracé la flèche qui représente le rayon réfracté en trait plus gras que le rayon réfléchi. La raison, c'est pour vous illustrer que le rayon réfracté va être plus intense, plus fort, que le rayon réfléchi. Donc, la plupart de l'énergie, dans ce cas-ci, va sortir, va aller dans le rayon réfléchi. Puis, il y a une petite partie de l'énergie qui va être réfléchie. Mais il y a déjà plus d'énergie réfléchie ici qu'il y en avait ici. Okay? Ici, le rayon réfléchi, on ne l'a pas représenté parce que on peut pas vraiment le dessiner parce qu'il est par-dessus, dans le fond, le rayon incident. Fait qu'on peut pas vraiment le voir. Mais il y en a déjà plus de rayons réfléchis ici qu'il y en avait ici. Ce qui arrive si on augmente encore plus l'angle d'incidence, comme le troisième rayon que vous voyez ici. Là. Ben là, maintenant, vous voyez que le rayon réfléchi est encore plus fort. Si on augmente encore plus l'angle d'incidence, le rayon réfléchi devient encore plus fort. Donc en fait, c'est ça la règle. C'est plus on arrive à un angle d'incidence qui est rasant, plus il va y avoir une grosse partie de l'énergie qui est réfléchie, et moins il va y avoir d'énergie qui va être transmise ou réfractée. À l'inverse, plus votre rayon arrive
de manière directe, c'est-à-dire avec un angle d'incidence de 0 degré, donc si vous voulez à 90 degrés par rapport à la surface, comme c'est le cas ici, plus il arrive de manière directe, plus il va y avoir d'énergie qui va être transmise et moins d'énergie qui va être réfléchie. Je pense qu'intuitivement, ça a quand même du sens de que ça se produit comme ça, parce que on pourrait le comprendre intuitivement comme quand il arrive tout droit comme ça, c'est comme s'il y a beaucoup... De manière intuitive, on pourrait juste penser comme la lumière a beaucoup d'élan, si vous voulez, vers là, donc elle va juste vouloir continuer tout droit. Tandis que quand elle arrive comme ça, c'est comme si elle a un peu moins d'élan pour traverser, donc elle est plus réfléchie. Donc intuitivement, vous pourriez vous en rappeler de cette manière-là. La notion d'élan, c'est pas exactement la bonne notion pour parler de la lumière, mais c'est juste une idée que je formule pour vous aider à le comprendre intuitivement. L'autre chose qu'on remarque, c'est que plus on augmente l'angle d'incidence, plus l'angle de réfraction va augmenter lui aussi. Donc peut-être pour le voir, on va le faire par une animation, ça va aller mieux. Donc on a le rayon incident qui est en rouge ici, on a notre rayon réfracté qui est en bleu ici, on ne les voit pas très bien présentement. Si je le tasse ici, on va commencer à mieux les voir. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment le rayon incident en rouge et le rayon réfracté en bleu. Donc plus j'augmente mon angle d'incidence, plus mon rayon réfracté s'éloigne de la normale lui aussi. Quand je dis j'augmente l'angle d'incidence, ça veut dire j'augmente l'angle qui est ici, l'angle I1. Bien, plus mon angle d'incidence s'éloigne de la normale, plus mon angle de réfracté doit s'éloigner de la normale lui aussi. Puis à un certain point, mon angle réfracté va venir raser ma surface. Ça, c'est ce que j'appelle le cas critique. Dans le sens qu'une fois que mon rayon réfracté arrive à cet endroit-là, il n'y a plus vraiment moyen d'augmenter encore plus son angle de réfraction. Il est rendu au maximum. Il est rendu à 90 degrés. Fait qu'il peut juste plus augmenter. Fait que qu'est-ce qui va se produire si je continue à augmenter mon angle d'incidence? Mais c'est tout simplement que le rayon réfracté va disparaître. Il n'existe plus. Et là, 100% de la lumière est réfléchie. C'est ça qu'on appelle la réflexion totale interne. Pourquoi totale? Le mot total veut dire que toute la lumière est réfléchie. Réflexion totale. Alors qu'ici, par exemple, c'est juste une partie de la lumière qui est réfléchie et il y a une partie de la lumière qui est réfractée. Tandis que quand on est rendu comme ça, toute la lumière est réfléchie. Donc, d'où le mot réflexion totale. Et ensuite, pourquoi le mot interne? Interne pour dire que la lumière, elle reste à l'intérieur du premier milieu ou du milieu incident. Donc, dans ce cas-ci, c'est dans l'eau où se trouve le poisson. Toute la lumière reste dans le premier milieu, à l'intérieur du premier milieu, d'où le mot interne. Si je continue à augmenter mon angle d'incidence, ben, je vais continuer à avoir des réflexions totales internes, tout simplement. Mon angle de réflexion va augmenter lui aussi parce que ça va toujours suivre la loi de la réflexion. Donc, l'angle d'incidence est toujours égal à l'angle de réflexion. Fait que les deux rayons, le rayon incident et le rayon réfléchi, vont toujours être symétriques par rapport à la droite normale. Donc, si on résume, on augmente progressivement l'angle d'incidence, ben on voit que l'angle de réfraction, il augmente lui aussi. Mais à un certain point, l'angle de réfraction atteint un maximum quand on est à 90 degrés. Et c'est quand le rayon réfracté vient raser la surface. Donc ici, on a un angle de 90 degrés. On arrive à ce qu'on appelle le cas critique. Le cas critique, c'est quand l'angle de réfraction est égal à 90 degrés. Donc là, le rayon réfracté rase la surface. Si j'augmente encore plus l'angle d'incidence, ben là, le rayon réfracté, il ne peut pas aller plus loin. Donc, il disparaît. Et il reste juste ce rayon réfléchi. Et c'est ça la réflexion totale interne. Alors, pour faire court, la réflexion totale interne, on va l'abrévier par RTI. Pour, bien sûr, R pour réflexion, T pour total et I pour interne. Donc, RTI. Sur le schéma de votre manuel, le cas critique, c'est le cas qui est ici. Donc, vous voyez, c'est le cas où est-ce que le rayon réfracté rase la surface. L'angle d'incidence, lorsqu'on est au cas critique, ici c'est 49 degrés dans cet exemple-là, cet angle-là, on l'appelle l'angle critique.
On appelle angle critique l'angle d'incidence qui produit un angle de réfraction de 90 degrés. Dans ce cas-ci, c'est l'angle de 49 degrés qui est l'angle critique. Donc, quand mon angle d'incidence dépasse l'angle critique, je tombe sur une RTI. Donc, par exemple, si mon angle d'incidence devient 60 degrés, ben là, je vais être en RTI. Il n'y a plus aucun rayon réfracté. Toute la lumière est réfléchie.